Ce tout nouveau SUV est censé être le prochain grand succès de Volvo, celui qui doit concurrencer le BMW iX3 et le Mercedes GLCEQ. Et aussi, peut-on convaincre les propriétaires actuels du Volvo XC60 de passer à ce nouveau modèle? C'est le tout premier EX60. Nous allons tout découvrir à son sujet ici même, extérieur, intérieur et technologie. La version normale et la cross-country aussi, on va tout vous expliquer en détail dans cette vidéo. Ça va être hyper excitant avec Thomas sur AutoJeFuel en 4K, en plein écran, en intégralité. Allez, on y va avec l'avant fermé complètement pour une aérodynamique bien meilleure. 0,26, c'est la valeur du CD. La signature LED marteau de Thor, clairement située en haut. Les matrices LED sont de série. En option, des pixels LED, une matrice HD plus élaborée. Signalée par ces deux signatures horizontales supplémentaires ici. La partie basse est donc le bloc optique principal, la partie haute, le feu de jour. Celle-ci, c'est Forest Lake, une couleur verdâtre. D'autres couleurs seront disponibles. Et bien sûr, comme je l'ai déjà dit, la Cross Country avec des protections nettement plus noires. Celle-ci, version claire, accentuation en bas, sinon tout noir. Et il y aura aussi ici sur le côté, c'est dans le thème clair, moi je préfère plutôt le thème noir. La longueur est de 4,80 mètres, soit 189 pouces, donc exactement le même segment que l'X3 et le GLCEQ, et aussi similaire au XC60, sauf que celui-ci a un empattement plus long de 10 cm, soit 4 pouces. Je vais bientôt voir comment ça se répercute à l'intérieur. Jantes de 20 à 22 pouces, les plus grandes font 22 pouces et vous pouvez voir que la version normale n'a pas d'extension d'aile ou un truc du genre. Ce sera différent sur la version cross-country qui arrive bientôt. Autre chose d'intéressant, on a ces rétroviseurs latéraux sans cadre. Ils sont bons pour l'aérodynamique, dit Volvo, et en plus, ils ont l'air plutôt cool. Et en même temps, elles élargissent aussi la zone où l'on peut réellement voir. On a ici des poignées de porte vraiment très intéressantes. Donc vous n'avez pas de vraies poignées de porte du tout. Elles ne sont pas vraiment physiques en quelque sorte. Il y a une espèce de plaque derrière et vous appuyez dessus et là, la porte s'ouvre. Comme ça. On peut en débattre longuement. Les poignées de porte, c'est devenu vraiment un débat. Côté suspension, amortisseur sélectif en fréquence de base et suspension adaptative en option sur les modèles 4x4. Ils sont inclus dans les modèles 4x4. Une suspension pneumatique pour le cross-country arrivera bientôt des différents studios. Donc 3 suspensions au total, mais comme je l'ai dit, la version de base a déjà un amortissement sélectif en fréquence. Base, amortissement adaptatif passif, intermédiaire, amortisseurs actifs et bientôt suspension pneumatique. Nouveau design arrière, vous le voyez juste ici. Ils se sont inspirés des feux du XC60 mais l'ont rendu un peu plus moderne, un peu plus découpé. Ils veulent donc quelque chose de nouveau, mais aussi un clin d'œil au passé. Et vous voyez que c'est plus étroit ici et plus large en bas. Grand lettrage Volvo. Celui-ci va dans les détails techniques EX60. P12 AWD Ultra, finition haut de gamme, elle inclut déjà le système audio Baus et Wilken et d'autres options. On en reparlera bientôt à l'intérieur, surtout les équipements et les jantes plus grandes. P12 signifie la motorisation. C'est la finition la plus haut de gamme, 3,9 secondes de 0 à 100. Un moteur électrique à l'arrière, un à l'avant, et puis il y a une sorte de version 4 roues motrice intermédiaire. Et il y a aussi une version d'entrée de gamme propulsion qui affiche 5,9 secondes sur le chrono d'accélération. Allez, regardons de plus près s'il y a un frunk ou pas. Fait intéressant, pour ouvrir le capot moteur ou le capot du frunk sur une Volvo, la petite flèche intégrée au logo indique toujours clairement dans quelle direction on peut l'ouvrir. C'est la petite pièce jaune qu'on trouve aussi sur les moteurs thermiques. Oui, elle est plutôt marrante. Tu peux y mettre bien plus qu'un simple câble de charge, vraiment bien d'autres choses en plus. Cette ligne jaune, c'est vraiment la limite maximale, la marque jusqu'où tu peux mettre des trucs. Donc ouais, ce frunk est vraiment pratique. Passons aux batteries, elle est 100% électrique. Pourra-t-elle convaincre les clients de la Volvo XC60, essence ou hybride rechargeable, de choisir finalement cette version électrique? Sur le plan batterie et charge, elle rivalise très bien avec la BMW iX3 et la Mercedes GLCEQ.
Donc oui, peut-être aussi face à l'Audi Q6 e-tron. Ça va être très intéressant de voir comment ce duel va se jouer et on continuera bien sûr de suivre cela de très près pour vous, assurément. Elle débute par la version à propulsion, roues arrière, 5,9 secondes de 0 à 100 km/h. Batterie de base, propulsion, 80 kWh net. On ne donne que les valeurs nettes. Ensuite, il y a une batterie intermédiaire de 91 kWh. Celle-là ajoute environ 3 000 euros. Si on ajoute encore 6 000 euros, on obtient la plus grosse batterie à 112 kWh net. Et elle est vraiment considérablement plus grande, même par rapport aux principaux concurrents. Si vous ne voyez pas directement cette version avec la plus grosse batterie dans le configurateur quand vous regarderez cette vidéo à la Première mondiale, elle arrive un peu plus tard. Et ça dépend aussi du marché, quelle version ils proposeront selon les pays. On verra bien. Et on l'a ici, c'est la batterie 112 kWh avec le 4x4 P12, 3,9 secondes sur la fiche d'accélération. Recharge à 320 kW pour la plus petite batterie et 360 kW en pointe pour les deux plus grosses, bien sûr. Trappe de recharge manuelle, en fait c'est mieux en manuel et en plus c'est bien protégé contre la pluie. 22 kW AC, peut-être 11 kW en entrée. Ici la charge DC, comme dit, 320 ou 370. Le temps pour passer de 10 à 80% est d'environ 19 minutes au total pour la plus grosse batterie et d'environ 18 minutes au total pour les plus petites. Donc globalement, quand on regarde le véhicule et qu'on prend en compte l'ensemble des chiffres et des données disponibles, c'est déjà plutôt prometteur. Donc grand rival au BMW, Mercedes, Audi. Vraiment très intéressant. Et en conduite, on vous tiendra au courant. Grosse nouvelle, dès 2027, ces poignées affleurantes seront à nouveau interdites en Chine. Pour rappel, les poignées de porte étaient autrefois purement manuelles. Puis tout le monde est passé aux poignées affleurantes parce que le marché chinois les exigeait. Technologie moderne, aérodynamique, même si ça ne change vraiment pas beaucoup. Des accidents dus aux poignées affleurantes, interdits dans le marché chinois maintenant. À partir de 2027, les poignées affleurantes seront désormais interdites. Volvo affirme que les siennes n'en sont pas. Elles dépassent déjà. Mais elles ne sont pas mécaniques de l'extérieur. C'est peut-être un truc auquel je réfléchirais. Solution intéressante, petit fun fact ici, c'est un iceberg à l'intérieur. Dit par Volvo. Ouais, en fait, c'est vraiment énorme en dessous. Donc ils disent mais que les pompiers peuvent aussi y exercer pas mal de force. Donc c'est intéressant que de l'intérieur, ce soit aussi mécanique, parce que du coup, c'est électrique. Mais ensuite, tu peux le remonter, et là, c'est mécanique. Donc c'est très important. Les deux mécanismes dans la même poignée, si le premier se plante, tu peux toujours facilement le déverrouiller en tirant plus fort. C'est l'essentiel. Un joli design plutôt clair. Des versions sombres aussi. Un toucher soft en haut. Un toucher soft un peu partout. Simili-cuir haut de gamme. Il l'appelle Nordico. Et là aussi, ce n'est pas noir-rose. On dirait du plastique lisse, je peux toucher, appuyer avec le pouce, vraiment agréable. Ce n'est pas un tissu, pas du feutre ou autre, plutôt du simili-cuir, et c'est plutôt cool. Le seul élément dur, c'est la coiffe extérieure ici. Ce qui me va très bien, c'est plutôt sympa. On a soit le Bowers Wilkins, c'est une option, soit en finition Ultra 28 haut-parleurs ou le système Bose qui est de série, probablement 21 haut-parleurs. Plutôt impressionnant. En fait, ce double vitrage, le vitrage feuilleté, serait de série même sur le modèle de base. Volvo me l'a vraiment dit. Ce sont aussi les sièges Nordico en simili-cuir haut de gamme, bien perforés. Plusieurs couleurs sont disponibles et vous disposez en plus de plusieurs choix d'options de sièges également. Bientôt, on pourra aussi montrer le modèle Cross Country. Celle-ci correspond à la perforation avec des sièges ventilés. Donc on a chauffage et clim. Il y aurait aussi une version nordique de base, rouge, sans la ventilation des sièges, mais celui-ci couvre tout. Il propose toutefois du cuir animal en option. Et ici, vous pouvez allonger un peu cette zone inférieure. C'est bon pour l'ergonomie des assises. Donc c'est vraiment confortable et vous avez cette ambiance typique de salon, un salon scandinave, et comme vous savez, surtout au Danemark, en Suède et ainsi de suite. Comme tous les pays scandinaves, ils accordent vraiment beaucoup d'importance à la décoration intérieure. Vous savez, on le voit dans ce véhicule,
L'espace tête avec ma taille de 189 cm, c'est pas mal. Sur les côtés, un peu moins, mais assez de place pour la tête. Toit vitré fixe, toujours de série. J'en dirai plus bientôt, mais la première impression, confortable et sympa. Je compare aussi au GLCEQ et à la BMW iX3. Très bientôt, bien sûr. Ça va être vraiment super crucial. Donc c'est... Oh, intéressant. Même l'écran à genre, tu vois, il est un peu courbé. Regardons ça de plus près et on va vraiment l'examiner. Bienvenue dans votre nouveau salon scandinave. Et voilà, nous y sommes. Petite info sur ce toit en verre, il est toujours fixe, vraiment bien fixé et sans store. Vous ne pouvez pas l'ouvrir. Vous avez ce store numérique, comme on l'a déjà vu maintes fois, et qui fonctionne toujours de la même manière. Ça ne change rien à la chaleur de l'habitacle, c'est plutôt un effet purement visuel en réalité. Je n'aime pas trop. Je préférerais des toits vraiment bien fermés, plutôt qu'un toit qu'on peut vraiment ouvrir. Mais d'un autre côté, les toits qu'on peut vraiment ouvrir pour aérer ont aussi leurs moments délicats avec les grincements et s'ils sont vraiment bien scellés et tout ça. Donc, je suis plutôt pour une décapotable ou un toit fermé. C'est au moins ce que mon mécano d'à côté me répète toujours. Mais revenons à l'avant de l'habitacle ici. Ce n'est pas que vous ayez un problème de vue ou quoi que ce soit. Celle-ci est vraiment bombée vers l'extérieur. Du coup, en général, tout le monde incurve les écrans comme ça, plaçant la courbure exactement ainsi. Donc vers l'extérieur, et ça peut paraître un peu bizarre au début, mais il y a une raison. Comme ça, le conducteur et le passager voient beaucoup mieux ce qui se passe de façon plus claire. Donc l'accès à l'unité de climatisation, par exemple, est un peu plus facile de chaque côté, donc on peut en fait comprendre comment ils l'intègrent de cette manière. Donc là, c'est nouveau, 15 pouces. Et maintenant, vous voyez, ils utilisent aussi ce format horizontal plutôt que vertical. Beaux matériaux aussi. Par exemple, le tissu d'ameublement juste dessus, là où se trouve l'airbag. Et ici, le bois mat, typique du joli style scandinave Volvo. Vous pouvez aussi l'entendre, comment je le ressens. J'adore ça. Ouais, je crois que je serais conquis direct par cette combinaison de couleurs. Peut-être un Thomas Blue ou un joli gris à l'extérieur ou un truc comme ça. Encore une fois, d'autres enceintes du système audio Bose et Wilken juste à l'avant. Et à côté, les instruments numériques avec un écran de 11 pouces. Et ils sont vraiment très larges à l'avant, vraiment imposants. Volvo dit qu'un affichage tête haute n'est pas vraiment utile. On avait ça sur la BMW iX3 Vision panoramique. Mais il propose quand même l'affichage tête haute en option. Et je pourrais m'en passer. Je pense que ça marche. Certains le veulent. C'est donc exactement ce que tu n'aurais pas ici. Comme on préfère toujours des vrais boutons au volant, ils ont un son de clic sympa. Droite, gauche, haut, bas, côté gauche du régulateur. Et aussi l'activation de Gemini, par exemple. Gemini est intégré dans ce véhicule, donc la reconnaissance vocale est meilleure, comme si tu parlais à ton smartphone. À droite, tu peux contrôler les instruments numériques. Je peux aussi cliquer dessus facilement. Donc ici, tu peux avoir par exemple une vue carte ou quelque chose de plus vide ou une vue assistant du système. Donc tout ça est possible. Tout est en fait pris en charge. Ici aussi le simili-cuir haut de gamme, vraiment doux pour ton coude. Tu ne peux pas le replier, tu le glisses ici, dehors, voilà. Puis, tu peux glisser ces éléments derrière les porte-gobelets avec ou sans lèvres adaptatives. Et puis Léa pourrait bien aimer ça, peut-être pour son sac à main, également un peu recouvert de feutre. On a aussi une boîte à gants partagée au centre ici. Il y a un beau revêtement à gauche et à droite du feutre, donc pas deux. Noir laqué, cela reste uniquement sur l'écran, vraiment là. Et pas de plastique noir nulle part du tout, vraiment. Bref, du coup, on a aussi cette boîte à gants commune au milieu. Ouverture manuelle, voilà, c'est une idée vraiment nouvelle et intéressante. Et en fait, il y a pas mal de place ici, avec une autre séparation là. Pose smartphone dessus, ventilation et recharge sans fil. Et là, celui-ci, c'est pour quand tu veux utiliser les deux chargeurs USB-C. Tu peux tout simplement mettre le câble ici, le refermer quand même et le faire passer par-dessus sans souci. Donc ça serait possible. Pour le levier de vitesse, c'est ici près du volant. C'est comme ça que je préfère. Drive, marche arrière, voilà. Par contre, le P sur le côté, ici aussi pour le volume, ça reste possible. Piste suivante, piste précédente. L'unité de clim est vraiment bien ici. C'est nettement mieux qu'avant, celle-ci comparée au ES90,
EX90. C'est situé au premier niveau, c'est très facile d'accès et plutôt spacieux. Du coup, c'est vraiment très facile à faire. Et ici, pour le chauffage et la ventilation des sièges, c'est aussi nettement plus rapide et beaucoup plus facile d'accès. Tout le véhicule repose sur la nouvelle plateforme SPA3 avec un méga casting. Ça se situe plutôt vers l'arrière. Ils utilisent un très gros bloc d'aluminium massif, le Gigacasting, comme Tesla. Ils utilisent une pièce unique, 100 pièces fusionnent en une seule pour plus de stabilité, une meilleure rentabilité et des économies de poids significatives, très intéressant. Et bien sûr, du nouveau matériel et logiciel dans le système d'infodivertissement. Donc il est plutôt sympa. La rangée de gauche ici est un peu adaptative pour ainsi dire. Quand tu es garé, c'est nettement différent de quand tu es au volant. En bas, tu peux aussi voir des raccourcis comme l'assistant de vitesse intelligent. Donc en appuyant ici, c'est tout. Là, tu peux désactiver assez rapidement l'alerte sonore de vitesse de l'UE. Ici, avec la suspension adaptative, en mode perf ou remote, ça change. La suspension de base ne change pas selon les modes de conduite. La pneumatique, en revanche, si. Je peux aussi régler le volant d'ici, mais il faut ensuite le faire sur le bouton au volant, un peu comme c'est le cas chez Tesla en pratique. D'un côté, on peut dire que c'est plus compliqué, de l'autre, ça sera enregistré sur ton compte utilisateur et quand tu monteras dans le véhicule, tu seras automatiquement, tu sais, réglé sur ta position correspondante. Et bien sûr, ils ont l'intégration Google Maps qui est assez rapide, très réactive et vraiment fluide dans l'ensemble. Et le bon côté, c'est que le recalcul des itinéraires pour les arrêts de recharge et tout ça se fait automatiquement, donc vous n'avez pas besoin de votre smartphone pour ça. Vous pouvez quand même le connecter si vous le souhaitez, étant donné qu'Apple CarPlay est également disponible sans aucune difficulté. Donc ce serait une autre option intéressante à prendre en compte ici. Quant à l'autonomie indiquée, on parle des arrêts de recharge et de tout ça. Ici, avec la plus grosse batterie, je n'ai pas encore conduit cette voiture, mais d'après ce qu'on voit chez les autres concurrents et les consommations moyennes observées pour les VE en ville, en village et tout ça, je partirais du principe que vous roulez en général à de bonnes vitesses d'autoroute, pas juste 100 km par heure, 60 miles, mais plutôt autour de 120 à 130 km par heure en moyenne. Une autonomie réalisable de 500 km ou 300 miles, un truc comme ça. Moi, je donne toujours plutôt non des estimations plutôt pessimistes parce que les chiffres officiels sont toujours un peu gonflés ici. La W2LTP plus de 800 km selon l'échelle officielle. On l'a uniquement en roulant en ville, sur autoroute à haute vitesse, c'est différent. Mais bien sûr, on vous donnera une mise à jour là-dessus très bientôt. Revenons rapidement au siège. Je vous ai montré chauffage et clim par perforation, la fraîcheur passe. C'est un très bon matériau, donnant une impression de qualité, agréable au toucher et ergonomique, comparé au BMW iX3 et Mercedes GLCEQ. Chacun a une philosophie intérieure très différente. C'est une bonne chose, ça laisse vraiment le choix au client. Du coup, les voitures ne se ressemblent pas du tout. Et je pense que chacune de ces voitures a, tu sais, ses atouts uniques et bien marqués. Quant au cockpit, j'aime cette atmosphère lumineuse en bois scandinave. Il y a aussi une ambiance plus sombre, oui. Tu sais, il y a des options. Mais côté design, je l'adore vraiment. C'est assez épuré. Avec Mercedes, je trouve ça un peu trop chargé à l'écran, je dirais. Et l'iX3 est plus futuriste avec la vision panoramique et tout ça. L'écran a une forme différente, mais ils ont tous quelque chose. Le confort des sièges est meilleur chez BMW. Ici, c'est bien, mais je dirais BMW iX3, Volvo EX60 et la GLCEQ en dernier. BMW reste le meilleur pour le confort des sièges et ses matériaux sans origine animale sont plus doux que ceux de la Volvo, par exemple. Mais quand même, je les applaudis vraiment. Tout cet intérieur ici, on dirait vraiment du premium, ouais, en gros du luxe. Et tout dans cette config est entièrement sans matériaux d'origine animale. Preuve, si vous l'ignoriez, personne ne le devinerait. C'est beau, doux et agréable. Vous avez aussi le refroidissement et le chauffage des sièges. J'ai hâte de le conduire. Regardons donc l'arrière. L'empattement est, comme vous vous en souvenez sans doute, un peu plus long que sur la XC60 d'environ 10 cm, soit 4 pouces. Ça devrait se traduire par plus de place pour les jambes. C'est bien.
Regardez même avec un grand passager. Et encore une fois, regardez ça. Les sièges vus de derrière, tout est couvert. Et surtout les concurrents allemands. Je veux dire, avec la iX3, BMW a vraiment relevé la qualité de finition intérieure, mais certaines des autres voitures allemandes récentes ont plutôt baissé en qualité de fabrication. Ici, je pense vraiment que Volvo a repris cela de leur propriétaire chinois, Geely. Et s'est dit, voyons un peu plus ce qui se passe sur le marché chinois. Et ils vendent des véhicules là-bas à des prix pas si élevés, mais qui sont complètement du genre soft-covered. Il n'y a pas de truc bon marché partout. Ils ont tout ficelé avec ce système. Ne vous trompez pas, ce véhicule est fabriqué à Toroslanda. C'est précisément là où nous sommes, près de Göteborg, en Suède. Donc il s'agit bien d'un véhicule assemblé au Suède. Oui, bien sûr, ils ont aussi des fournisseurs en Chine, comme à peu près tout le monde, et puis les batteries et tout ça. Mais ce véhicule-là est construit ici en Suède et il sera aussi fabriqué en Suède pour tous les marchés alentours. Et aussi tout le truc du méga casting et tout est fait ici. Là, à l'arrière, il y a aussi largement suffisamment de place pour la tête. Vraiment. Aucun souci pour ma taille. Bien lumineux à l'intérieur. Portes arrière habillées et vitres latérales en double vitrage feuilleté. Ici aussi, il y a la logique de déverrouillage électrique et manuel. Et ici, vous pouvez aussi bouger électriquement les sièges si besoin. Je peux ajuster l'angle, les rendre plus droits ou légèrement inclinés vers l'arrière. Ça dépend. Plus d'espace bagage ou comment s'asseoir à l'arrière. Très confortable. La batterie est ici. Sur un SUV, elle ne remonte pas. Mes pieds ne sont pas trop relevés. L'angle est sympa, c'est confortable. Chauffage siège arrière et une autre commande de clim. Voilà. Tactile seulement, c'est pas mal. Ouais. Et ici, celle-ci, la partie basse, tu peux en fait retirer cette partie pour la déplacer. Ouais. Et deux chargeurs USB-C, et on peut aussi rabattre celui-ci sans problème. L'Isofix côté extérieur, d'ailleurs, est bien recouvert ici. Regarde ça. On dirait que BMW fait comme ça maintenant, en tout cas. Hop. Et quand on remet ça, c'est l'accoudoir. Vraiment large, et tu peux aussi l'ouvrir ici pour ces porte-gobelets adaptatifs qui, tu sais, limitent les renversements de boissons, tellement confortables. Et ouais, tout a l'air nickel. La façon dont c'est construit et tout, vraiment bien fini, quoi. On voit clairement qu'ils ont mis beaucoup de temps et d'efforts dans ce véhicule et c'est vraiment visible. Mais est-ce qu'il a aussi un vrai coffre? Voilà, 520 litres. Jusqu'ici. Et pour 630 litres, ça irait jusqu'ici, comme le cache-bagage standard, avec des rails sur les côtés. Il passe aussi en dessous quand il est en mode trolley. Et ici, on a la longueur standard d'environ 1 mètre ou 40 pouces, ainsi qu'une largeur d'un peu plus d'1 mètre, soit 40 pouces. C'est plutôt sympa. Et ici, on a 70 cm ou 27,5 pouces. Ce qui est intéressant, c'est que dans la partie inférieure, il y a une ouverture fendue en bas, donc un truc comme ça et comme ça par exemple, puis celui-ci peut accueillir, oui, plus qu'un simple câble, et la raison, c'est que par exemple, vous pourriez mettre celui-ci comme ça et avoir une caisse pour chien ici, tout en accédant à la partie basse, ou peut-être poser une plante quand vous allez chez Ikea ou quelque chose comme ça. Pas que je pense à une certaine caméra woman qui ferait ça. Donc en fait, c'est une bonne idée. On ne peut pas l'enlever complètement. Vous pouvez simplement tirer comme ça, puis ici le remettre comme ça. Voilà, en gros. Tu ne peux pas tout enlever d'un coup, mais ça devrait aller. Là, vous voyez, c'est aussi intéressant. On peut enlever ce capot du dessus ici. Voilà, et ensuite on peut le ranger en dessous. C'est vraiment pratique. Voilà, vous pouvez même profiter d'encore plus d'espace dans le coffre. Au fait, la hauteur totale, ça peut aussi être vraiment très importante, là. Comme ça. Je peux également vous montrer la hauteur totale si vous voulez vraiment placer la plante ici. Environ 42 pouces, 1,05 mètres. Bien à savoir. Revenons maintenant aux autres fonctions. Voilà, parce qu'on a le pliage électrique, ou disons plutôt le déclenchement électrique, comme ceci, et ensuite ils ont pris soin de gérer l'abaissement en douceur. Il faut tourner pour l'enfoncer. Voilà, et puis la longueur totale ici, c'est environ 71 pouces, 1,80 m. Globalement, je pense,
Voilà, tout à fait utilisable. Qu'en pensez-vous? Capacité de remorquage, 2 tonnes ou 2,4 tonnes pour les modèles 4x4. Ah ouais, Léa se prépare à montrer ce crochet d'attelage adaptatif. Voilà. Je sais qu'il y a toujours un gros débat quand les gens voient cette fonction. Parfois, on faisait des petites vidéos, genre Reels ou Short, avec ce truc, et les gens proposaient en fait ce qu'ils voyaient dans cette fonction. Je n'en dirai pas plus pour l'instant. Il y a aussi une prise 12 volts dans le coffre arrière. Au fait, si vous avez le modèle à transmission intégrale, le moteur électrique avant peut aussi être désaccouplé pour gagner en efficacité. C'est aussi intéressant et si vous passez en mode tout-terrain, c'est l'inverse qui se produit. Du coup, c'est environ 50-50 entre l'arrière et l'avant. Meilleure performance et traction qu'en mode grip ou tout-terrain. Et bien sûr, il y a toujours la question des prix de ce véhicule. C'est précisément à ce niveau-là que ça devient vraiment intéressant, surtout si on prend bien en compte la concurrence, évidemment, parce qu'ici on commence avec le prix allemand que j'ai déjà soigneusement et clairement noté dans ma liste, 63 000 € pour la propulsion avec la plus petite batterie. Ajoute 3 000 € pour la batterie moyenne. À mon avis, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix. Mais pour la meilleure autonomie, il faut ajouter 6 000 € de plus pour la plus grosse batterie, la batterie de 112 kWh. Et si vous prenez la plus grosse batterie? Avec la transmission intégrale, la boîte automatique connectée et la version Ultra, le plus haut niveau comme vous pouvez le voir ici. 79 000 €, c'est dans la fourchette de la BMW iX3. La Mercedes-Benz GLCEQ est un peu plus chère. Ça dépend toujours un peu de la finition, mais ici, pas mal de choses sont déjà comprises. Ouais, il propose ces 3 niveaux de batterie qui sont vraiment bien adaptés à vos besoins personnels. D'après mon expérience, c'est généralement mieux de prendre la plus grosse batterie, surtout, je veux dire, c'est un véhicule dont l'usage, c'est votre voiture principale. Quand vous l'utilisez comme ça, pour tous les trajets, en ville comme sur de longues distances. Du coup, je pencherai plutôt pour la batterie la plus grande disponible. Si tu optes pour la version cross-country, ça te rajoute environ 3 000 €, mais la suspension pneumatique est déjà automatiquement incluse là. C'est pour ça qu'on va immédiatement aller voir la version cross-country sans plus tarder maintenant. Et voilà le modèle cross-country de l'EX60 en vert givré. Tu vois du vert là? Je n'en suis pas si sûr, mais je trouve que cette couleur est quand même assez cool en fin de compte. Tu ne trouves pas? Et la différence avec le modèle cross-country, c'est que là, tu as ce revêtement en aluminium en bas, bien visible. C'est vraiment spécial, sans doute. Et tu as l'inscription cross-country juste ici, très visible, bien marquée. Puis les passages de roues sont nettement différents et plus larges. On les voit bien ici, ainsi que la classique protection plastique. Et ici, d'ailleurs, ils ont un peu rallongé cette partie. Ça a même aidé l'efficacité aérodynamique. Vraiment intéressant, non? Parfois, ce sont les petites pièces ici qui dépassent vraiment. Et ce n'est pas seulement que les passages de roues sont plus larges, la voie de la voiture est elle aussi plus large. À l'avant comme à l'arrière, des jantes 21 pouces qu'on a ici en noir, et puis c'est un peu es finito, tu vois? Ici, pas de jantes 22 pouces, le 20 pouces est très standard. Aussi dispo en finition brillante, tu n'es pas obligé de choisir des jantes noires. À l'arrière, c'est encore plus marqué sur le pare-choc inférieur avec un gros cross-country en relief. Et ensuite, le contraste argenté en bas, ça donne ce style unique. Là aussi, par exemple, sur la partie haute, encore une fois, on a le badge cross-country. Côté technologie, il dispose d'une suspension pneumatique exclusive. Que change cela pour la garde au sol? La hauteur de caisse standard est 2 cm plus haute. Si vous roulez à plus de 60 km par heure, elle redescend à un niveau similaire. Et si vous roulez encore plus vite, elle peut même descendre considérablement plus bas que la version standard. C'est pour ça que le chiffre d'AEVLTP, genre l'autonomie selon le cycle de conduite, n'est pas tellement différent parce qu'il récupère encore grâce à la suspension pneumatique qui ajuste la hauteur. Et si vous passez en mode tout-terrain pour des terrains irréguliers et tout ça, elle peut encore gagner 2 cm. Donc en mode off-road, vous êtes à 4 cm de plus que la version standard pour une meilleure garde au sol. Donc celle-ci,
si vous avez des situations peut-être un peu plus souples en tout terrain et tout ça, elle ne sera disponible qu'avec le AWD, donc on commence avec le P10. Et on s'attend également à voir le modèle P12 un peu plus tard ici pour la version tout-terrain. L'intérieur sera encore bien plus excitant car ils y ont aussi fait quelque chose de vraiment unique, vraiment. C'est peut-être aussi un de mes coups de cœur aujourd'hui car à l'intérieur c'est plutôt sombre, en net contraste, très marqué avec la partie plus claire qu'on a vue tout à l'heure. Celui-ci par contre, en bleu marine, il n'est pas entièrement noir. Et on retrouve encore une fois le cuir rouge haut de gamme. C'est donc aussi la seule partie en plastique noir, mais elle est encore une fois douce au toucher. Le volant est intégralement noir, donc il n'y a pas de finition bicolore. On trouve également du bois mat, mais, encore une fois, dans la teinte marine profonde, ce qui est vraiment superbe. Et les tapis de sol avec le badge Cross Country. Et enfin, les sièges. Ce sont vraiment le point fort ici. Tissu à l'intérieur sur cette partie et cuir à l'extérieur. Il contient 75% de matériaux recyclés, la partie avant en simili, et ici on a l'appui-tête supérieur. Ils ont l'air plutôt cool aussi. Voyons voir comment ça se compare en confort. Ils sont en fait plutôt confortables aussi. Alors, je veux dire qu'il y a effectivement il y a même une ventilation disponible pour les sièges en tissu apparemment, oui. C'est carrément cool. Peut-être que c'est l'option la plus recherchée ici, alors, de toutes en ce moment. Je veux dire, tu as la suspension pneumatique extérieure et un look encore plus unique. Elle peut s'abaisser en conduite à haute vitesse et elle peut aussi se relever pour affronter le tout-terrain. Et ici, il y a des sièges en tissu ventilé. Monsieur, j'aime pas les sièges tissu, faut dire qu'ils sont confortables. J'ai l'impression qu'ils sont ergonomie identique, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus confortables. Regardez de plus près le reste du cockpit. Faut dire, j'aime les intérieurs lumineux, mais celui-ci a quelque chose de spécial. Et comme je l'ai dit, vous pouvez aussi opter pour le simili-cuir haut de gamme, perforé et ventilé, mais là, dans une teinte sombre, par exemple un noir profond si vous le préférez naturellement. Il y a pas mal d'options. Vous pouvez aller jeter un œil au configurateur. Ce que j'ai remarqué d'ailleurs, c'est que le volant lui-même, à cause de sa forme, est vraiment petit. Je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais il est vraiment minuscule pour un véhicule déjà aussi grand. C'est vraiment remarquable. Faudra que j'observe de près comment celui-là réagit en conduite. Et j'aime vraiment ce ton marine ici avec le bleu foncé et puis le tissu ou ce feutre dans la partie inférieure est ici en noir par exemple. Et encore une fois, cette console centrale. Pour filmer ici, elle n'a peut-être pas l'air si attirante puisqu'en studio, on n'a pas autant de lumière que dans l'habitacle ici. Mais je pense que dès qu'on fera rouler le véhicule ici pour vous, on pourra mieux vous en rendre compte. On peut aussi le voir en plein jour. Les deux intérieurs me semblent vraiment plutôt séduisants. Qu'en pensez-vous sincèrement? Et comme je l'ai dit, 3000 € de plus pour la version tout-terrain. Mais ouais, du coup, vous avez aussi la suspension pneumatique. Ça pourrait être la version la plus recherchée. Et vous, vous en pensez quoi? Laquelle vous prendriez? Le X60 standard? Quelle batterie vous choisiriez? Ou la version cross-country? Dites-moi dans les commentaires laquelle serait la vôtre. Et bien sûr, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de comparer celle-ci à la BMW iX3 et à la GLCEQ de Mercedes.